Je sais pas si on a déjà été aussi nombreux, honnêtement. C'est cool. Euh, Moi, je me présente, je m'appelle Maxime, du coup. Je suis ingé front chez Equino depuis un petit peu plus de 6 ans. Du coup, ça commence à faire un petit moment que je fais du front. Et la présentation que je vais vous faire ce soir, elle part d'un constat, c'est que ces derniers mois, je me suis dit en fait que notre écosystème, il était quand même un peu complexe, quoi. Il y a beaucoup de choses, on a beaucoup d'outils. Il y a une mouche qui me vole dessus. On a beaucoup d'outils, ça va un peu dans tous les sens. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on avait un framework qui sortait toutes les semaines. Là, l'année passée, il y a un peu tout le monde qui commence à réécrire tout le tooling qui existe pour JavaScript en Rust ou en Go ou en Zig. Voilà, plein de trucs comme ça qui sortent de on ne sait pas trop où. Et je trouve que c'est un petit peu compliqué de savoir parmi tous ces nouveaux outils, qu'est-ce qui fait quoi, pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça, quelles vont être leurs différences en fait. Et donc du coup, j'ai essayé de mettre en place une sorte de cartographie, voilà, une expérience un peu plus visuelle pour essayer de comprendre et de décortiquer tout ça. Donc on va parcourir tout ça ensemble si vous voulez bien. Ok. Je vais zoomer un peu peut-être, ça sera mieux. Du coup, si on part de la base des bases, dans notre écosystème front-end, qu'est-ce que c'est notre outil principal? Qu'est-ce qu'on utilise au quotidien en tant que dev front? Qui fait du front dans la salle déjà? Faut que je me projette un peu. Ah oui, pas la majorité. Ok, ça marche. En tant que dev front, qu'est-ce qu'on va utiliser au quotidien? C'est quoi notre outil principal? Le premier truc qu'on va utiliser? Alors, il y a le navigateur web, mais c'est pas exactement ça que j'attendais. Quelqu'un d'autre? Un IDE? Ouais. GitHub. C'était pas ça non plus. Notre cerveau, effectivement. Ouais, Richard, dernier essai. HTML, c'est ça, effectivement. Ce à quoi je pensais, c'est nos langages. En fait, la base de notre tooling, c'est nos langages. Donc nous, on en a plusieurs dans l'écosystème front. Et en fait, ces langages, quand on y réfléchit, qu'est-ce que c'est? Parce qu'un langage, si on parle de HTML, de JavaScript, il n'y a pas un binaire, quoi. Quand on utilise JavaScript, quand on utilise HTML, on ne lance pas HTML point quelque chose. C'est quoi en fait un langage? En fait, la base d'un langage, c'est une spécification. Une spécification, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un gros document un petit peu chiant, très très long, que vous n'avez forcément pas trop envie de lire, je pense, et qui va expliquer comment est-ce qu'une implémentation du langage doit fonctionner. Donc, si on prend la spécification de ECMAScript, en fait, ce qu'elle va décrire, c'est si tu veux faire tourner du JavaScript, du ECMAScript, tu dois respecter ces règles-là. C'est ça une spécification. Donc, la base de notre écosystème, c'est ça. Donc une fois qu'on a ça, maintenant, comme je viens de le dire, il va falloir des implémentations. Et donc ça, ces implémentations, par quoi elles passent? Elles vont passer par des moteurs. Alors, nous, on va partir ici que de JavaScript. On va mettre de côté tout ce qui est HTML, CSS. Mais dans le cas de ECMAScript et WebAssembly, on va avoir pour nos environnements d'exécution ce qu'on appelle à la base un moteur JavaScript. Donc un moteur JavaScript, ça va simplement être le truc qui va prendre notre code JavaScript, qui va le compiler d'une certaine manière. Alors c'est souvent en plein de phases de compilation. Si on prend l'exemple de V8 que j'ai mis ici, ça va se faire en 4 ou 5 phases de compilation différentes, parce qu'il y a des suroptimisations et des compilations de base. Bon, c'est très compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça. Mais ce moteur-là, en fait, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre notre code et il va le compiler pour pouvoir l'exécuter sur notre machine. Donc il va le compiler en langage machine et l'exécuter. Dans ces moteurs JavaScript, on va avoir, je ne sais pas si c'est assez zoomé, vous y voyez bien ou je zoome encore peut-être? Ouais, je ne peux pas zoomer encore, ok, bon, ça sera ça. Sinon on n'y voit plus rien. Donc voilà, ça va être ce qu'on va avoir comme implémentation pour JavaScript dans ces moteurs, ça va tout simplement être tout ce qui est conditions, for loop, donc vraiment la base du langage. Mais tout le reste, tout ce qui va nous permettre de faire vraiment des applications intéressantes en fait, ça ne va même pas se retrouver dans ces moteurs JavaScript. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui va fournir les API qui sont réellement intéressantes dans nos applications JavaScript? Par exemple, si on va aller récupérer le contenu d'une page web en JavaScript, ou si on veut ajouter un event listener, ouais. Le navigateur? Effectivement, c'est exactement ça, le navigateur. En fait, à partir de l'engine JavaScript, on va avoir ce qu'on appelle un runtime. Un runtime, c'est quelque chose qui va prendre un engine et qui va y ajouter plein d'API. Donc là aussi, c'est vulgarisé ce que je dis,
Mais quand je dis qu'il va y ajouter plein d'API, c'est que si par exemple on prend le moteur JavaScript V8, eh ben, ce moteur JavaScript il va être utilisé par plusieurs runtimes différents. Par exemple, Node.js ou Chrome. Et en fonction du runtime, ben, on ne va pas utiliser exactement JavaScript de la même manière à l'intérieur. C'est-à-dire que dans Chrome, par exemple, on va avoir des API qui vont nous permettre d'accéder au DOM, qui ne vont pas exister dans Node.js, parce que dans Node.js, forcément, il n'y a pas de DOM. On va avoir une implémentation différente pour tout ce qui est fetch, qui ne va pas fonctionner exactement de la même manière dans Node et dans le navigateur. Par exemple, dans Node, fetch est arrivé il y a très récemment, parce qu'il n'existait pas dans les versions précédentes de Node. Donc voilà, en gros, ces runtime, ça va vraiment être le cœur de nos applications JavaScript. C'est ce qui va prendre un moteur JavaScript, y ajouter des API et nous permettre de faire des trucs intéressants avec nos langages. Donc ça, c'est vraiment la base de notre tooling. Sans ça, on n'a rien qui peut exister. Pour ceux qui étaient là peut-être au précédent meetup, voilà, il faut bien faire la distinction. V8, là, comme je le représente ici, c'est tout ce qui va représenter la mémoire, la call stack et tout ça. Et, comme je le disais, les web API ne vont pas faire partie de V8. Donc, c'est des choses qui vont être ajoutées pour permettre d'exécuter des programmes un petit peu plus complexes, comme je le disais là. Bref. Une fois qu'on a ça, donc là, on peut écrire, ça y est, des applications JavaScript qui vont fonctionner dans nos runtime. On peut écrire des applications Node, des applications qui vont fonctionner dans nos navigateurs. Mais nous, on a envie de faire des trucs un petit peu plus intéressants que ça quand même. À part si vous faites encore du jQuery, enfin du HTML jQuery, vous avez probablement envie d'utiliser des trucs un petit peu plus haut niveau. Vous voyez sûrement de quoi je veux parler. Tout ce qui est framework, exactement. Donc là, j'ai nommé ça des Vue Library, parce qu'en fait, framework, c'est quand même un mot qui est un peu utilisé à toutes les sauces. Je veux dire cadre de travail, mais en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Là, quand je parle de Vue Library, alors ça va aussi être des spécifications d'ailleurs, c'est un peu paradoxal, qui vont nous permettre de décrire du code JavaScript dans un langage un petit peu plus haut niveau. C'est aussi le cas de TypeScript qui est apparu plutôt vers le début parce que c'est une spécification. Mais voilà, ces outils-là vont nous permettre d'écrire du code JavaScript pour nos applications Node.js ou qui vont dans un navigateur avec un langage d'un peu plus haut niveau. Dans le cas de React, par exemple, on va pouvoir écrire du JSX ou du TSX. Dans le cas de Vue.js, on va pouvoir écrire des fichiers .vue. Voilà, donc ça, c'est ces outils-là qui vont nous permettre, et ces spécifications-là, qui vont définir comment est-ce qu'on va écrire du code de un peu plus haut niveau JavaScript. Mais une fois qu'on a ça et qu'on a écrit ce code-là, il va nous falloir quelque chose pour aller le transformer, pour pouvoir l'exécuter dans les runtime dont j'ai parlé avant. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, nos runtime, si je prends Chrome, il ne sait pas exécuter du TypeScript comme ça, out of the box. Il ne sait pas exécuter des fichiers JSX ou des fichiers TypeScript. Donc de quoi on va avoir besoin pour transformer ce code-là qu'on va écrire en JSX, en .vue ou en TypeScript, pour le transformer pour qu'il puisse être exécutable dans un navigateur. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, personne? Quand vous écrivez du React ou du Vue ou du TypeScript? Un transpiler, t'as dit? C'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Alors, pardon, j'avais oublié une catégorie, les type checkers, on y reviendra peut-être après. Effectivement, la catégorie dont je voulais parler juste après, c'était les compilateurs, les transpilers. Alors, on utilise ces deux mots souvent de manière interchangeable, compilateur et transpiler. Quelle est la différence? Alors, j'ai regardé un peu avant dans la journée parce que j'avoue, même moi, je ne me rappelais pas. Un compilateur, c'est censé être un programme qui va transformer du code de haut niveau en code de bas niveau. Donc, par exemple, prendre du code TypeScript, non, mauvais exemple, prendre du code JavaScript et le transformer en code machine, par exemple. Donc, les compilateurs, ça va plutôt être au niveau de, j'en parlais tout à l'heure, des moteurs JavaScript et tout ça. Pourtant, il y a tous ces outils-là qui sont apparus. Hop, vous les voyez un peu plus en surbrillance. Donc, Babel, ESBuild, OXC, SWC, Lightning CSS, tout ça, ça va être des compilateurs. Si vous allez sur leur site web, ils vont s'appeler compilateurs. Mais alors qu'en réalité, ce sont plutôt des transpilateurs, ou des transpilers. Les transpilers, ça va être des choses qui vont transformer du code de haut niveau en un autre langage de haut niveau. Donc, par exemple, transformer du TypeScript en JavaScript, qui sont deux langages de haut niveau. Mais en vrai, personne ne respecte cette définition, personne ne fait vraiment cette différence. Donc, vous pouvez vous dire que vous pouvez utiliser ces deux mots de manière totalement interchangeable et tout le monde se comprend.
Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est tout simplement des outils qui vont nous permettre de prendre du code et de le transformer dans un autre code qui sera plus facilement utilisable pour nous. Donc, par exemple, on parlait de TypeScript, qui est un compilateur, parce que quand vous allez écrire du TypeScript, vous allez devoir le compiler pour pouvoir l'exécuter dans votre navigateur. Et il y a d'autres choses qui sont apparues, à savoir Babel, ESBuild, SWC. Tout ça, c'est des... Alors Babel, c'est un compilateur c'est un peu le grand frère de tous les autres hein, dans le monde JavaScript. C'est lui qui est apparu le plus tôt. Donc qui, lui, va compiler plutôt du JavaScript de assez haut niveau en JavaScript un peu plus bas pour des versions de navigateurs plus anciennes, par exemple, mais qui a aussi tout un écosystème de plugins qui permet en gros de compiler à peu près n'importe quoi. Et les autres trucs qui sont apparus, SBuild, SWC, OXC, ça fait partie un peu de la veine de tous les outils dont je parlais au début qui se sont mis à réinventer notre tooling en Go, en Rust et tout ça, tout simplement pour des questions de performance. Donc eux, ça va être des compilateurs qui vont se vouloir beaucoup plus rapides que Babel ou le compilateur TypeScript TSC. Alors cette phase de compilation, là on en parle comme ça, comme si c'était un truc simple, ou de transpilation, on en parle comme si c'était un truc simple, mais en réalité, nos compilateurs, ils vont aussi avoir eux-mêmes besoin d'un autre outil pour comprendre le code qu'on va leur donner à manger et pour pouvoir en produire autre chose. Est-ce que vous avez une idée de là où je veux en venir? Un analyseur syntaxique, ouais, exactement. Alors moi, j'ai mis le nom à l'anglaise. Un parseur. Alors des parseurs, ça aussi, c'est sûrement un mot dont vous avez déjà entendu parler. Un parseur, c'est quelque chose qui va prendre du code et qui va le transformer en une représentation qu'on appelle un AST pour acyclic. Abstract Syntax Tree. Un AST, c'est donc une représentation, on peut voir ça comme du JSON, qui va décrire que tel mot-clé est présent à tel endroit du programme, qu'ensuite il est suivi par tel mot-clé qui fait un lien avec tel autre truc. Donc en fait, ça va être une représentation très normée du programme qu'on a donné en entrée. Et c'est à partir de cet AST que les compilateurs vont pouvoir transformer l'AST en le langage cible. Donc, par exemple, quand on va donner à TSC, le compilateur de TypeScript, à manger du TypeScript, il va en produire un AST de ce programme TypeScript et il va faire toutes les transformations nécessaires pour ensuite le transformer en JavaScript. Donc ça, c'est une phase intermédiaire, mais qui est nécessaire absolument partout. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais ces parseurs, c'est des outils qui sont présents absolument dans tous nos outils. Donc là, il y a qu'un nouveau truc qui est apparu, c'est Acorn, qui pour le coup est un parseur très utilisé. On ne le sait pas en fait, hein, parce que, comme je le disais, c'est un truc qui est utilisé absolument partout, mais c'est sous le capot et en fait, on n'a jamais nous besoin d'utiliser Acorn directement. Mais en fait, c'est un outil qui va être utilisé par énormément de nos outils. Vous allez voir après qu'il va être lié à plusieurs autres trucs. Et pourquoi est-ce que des trucs qui étaient dans les compilateurs avant sont aussi affichés comme des parseurs, par exemple SWC, par exemple OXC? C'est parce que tout simplement, eux, ils implémentent ces outils-là qui se sont mis à recoder la terre entière en Rust, en Go et tout ça. Ils se sont dit, non, nous, on ne va pas utiliser une dépendance pour faire le parsing du code. On va nous-mêmes écrire notre propre parseur pour aller faire la compilation. Donc, vous voyez, c'est d'autres manières de fonctionner pour ces outils qui ont décidé de ne pas avoir de dépendance et de fonctionner par eux-mêmes sans dépendance tierce. Et ensuite vient la fameuse catégorie des bundlers. Alors, est-ce que quelqu'un veut essayer de me définir ce que c'est qu'un bundler? Merci, c'est exactement ce que je veux dire. Non, pas du tout. Un bundler, c'est très utile, mais est-ce que quelqu'un veut essayer de me donner des petites billes? Si vous vous trompez, c'est pas grave. Hein. Moi-même, je raconte sûrement des conneries, donc n'hésitez pas. T'as déjà donné une réponse, hein? Non, mais si tu n'as pas de réponse, on est connu, t'as une idée, ou un truc comme ça. Vas-y. Mais ça va être justement un ensemble d'outils qui va permettre de à la fois compiler, transpiler, etc. Un ensemble de ressources, donc ça peut être aussi bien des images que du fichier code, etc. vers justement un exécutable, donc typiquement dans notre cas, une application web qui va contenir aussi bien du JavaScript minifié que des images, que des fonds, des choses comme ça. Ok, bah c'est exactement ça. Oui, je te paierai une bière après. En dessous du parseur? Ah, tu veux dire à gauche dans la liste des catégories? Alors c'est pas vraiment un ordre qui va définir la hiérarchie, ce que j'ai mis à gauche. C'est un autre type d'outil qui pour le coup va se servir de parseur sous le capot, forcément.
Mais ouais, si je peux un peu reprendre ce que disait Amu, un bundler, c'est un outil. Donc maintenant, les bundlers sont vraiment des pièces centrales de tous nos outils de développement quotidien. Je pense qu'il y en a parmi tous ceux-là, il y en a au moins un ou deux que vous connaissez, genre Webpack et Rollup. Je pense que tous ceux-là, vous en avez déjà entendu parler, au moins Webpack. Mais vous voyez qu'il y en a plein d'autres. Tous ceux-là, ils sont nés, voilà, c'est encore des bébés, ils sont nés il y a moins de 3-4 ans. Mais ces outils-là, c'est des outils qui, alors comme le dit Amu, c'est des outils auxquels on va donner un point d'entrée. Donc par exemple, le point d'entrée de notre programme, notre index.ts ou notre index.js ou notre index.html, c'est voilà, un meilleur exemple. Notre index.html, et ce index.html, il va pointer vers un fichier TypeScript, il va pointer vers un fichier Sass ou un fichier module CSS, ou il va inclure des images. Voilà. Et le rôle de ce bundler, ça va être de les faire ce qu'on appelle la résolution de toutes ces ressources, c'est-à-dire aller lister, ah ben j'ai ce point d'entrée TypeScript, ce module-là, qui est dans mon fichier index.html, il va lui-même appeler un autre module TypeScript, qui va lui-même appeler un autre module TypeScript. Mais ce module-là appelle un autre module qui a déjà été appelé par un autre module que j'ai dans ma chaîne de dépendance. Et en fait, le rôle du bundler, ça va être de faire toute cette résolution, d'aller compiler tout ça à l'aide de compilateurs, et d'aller en produire des fichiers en sortie optimisés, tree-shakés, peut-être que vous avez déjà entendu ça aussi. Le tree-shaking, c'est la manipulation qui consiste à éliminer tout le code mort dans le code que vous allez donner en entrée à votre bundler. Donc pour tout simplement pas avoir du code qui sert à rien et qui fait peser sur votre application finale. Donc voilà, le bundler, il va faire toute cette résolution, il va compiler tout ce qu'il faut dans les langages cibles. Donc s'il a du TypeScript, il va le compiler en JavaScript. S'il trouve du SCSS, il va le compiler potentiellement en CSS ou en autre chose. S'il trouve des images, peut-être qu'il va faire des optimisations dessus pour aller les placer à un endroit bien particulier. Donc c'est vraiment un orchestrateur, moi j'aime bien voir ça comme ça, un bundler c'est un orchestrateur de compilateurs. Donc c'est quelque chose qui va résoudre toutes les dépendances, compiler tout ce qu'il faut comme il faut avec les bons compilateurs, éliminer tout le code mort dans tout ça et placer les fichiers optimisés de sortie au bon endroit. Voilà, donc un bundler c'est vraiment un chef d'orchestre, quoi. C'est le truc qui va guider toute la compilation de notre projet. Et donc voilà. C'est un peu l'équivalent, mais un peu au niveau d'un fichier make à l'époque pour les fichiers pour le langage C. Ouais, alors ça fait longtemps, hein. Le C ça remonte de l'IUT, donc ça fait 8 ans, du make, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais oui, ouais, ouais, mais dans un... Et donc, ouais, mais dans un makefile, c'est toi qui vas définir toutes les phases les unes à la suite des autres. Voilà. Voilà, c'est ça. Là, l'intérêt du truc, c'est que vraiment, tu donnes un point d'entrée et c'est lui qui se débrouille, quoi. Alors, c'est vrai et faux ce que je dis, parce que très généralement, les bundlers vont avoir une configuration pour laquelle on va pouvoir lui dire, bah, ça, tu vas le traiter comme ça, tu vas en faire des chunks, par exemple, s'il y a du JavaScript, ça, tu vas le découper, s'il fait plus de tant de mégas, bah, tu vas le découper en 2 chunks différents. Tu vas le découper par dépendance. Enfin, il y a plein de stratégies, c'est très compliqué, les bundlers, c'est très complet, ça permet de faire plein de choses, parce que ça sert pour toutes sortes de programmes, hein. C'est des outils qu'on va pouvoir utiliser pour faire des programmes pour du Node.js, mais aussi pour des programmes, des applications web qui vont tourner dans le navigateur, mais aussi pour produire des librairies dans des formats différents. On va peut-être pouvoir produire une même librairie en CommonJS, en ES Module. Donc voilà, ça fait plein de choses, c'est vraiment des outils très, très complexes, mais qui ont voilà, cet aspect un peu automatisation, par exemple, par rapport à ce que tu disais sur les makefiles, qui est super intéressante et qui en fait vraiment l'outil central aujourd'hui dans notre toolchain. Voilà. Voilà. Et donc, je me suis spoilé, la partie suivante, donc on a parlé de tree shaking pour faire de l'optimisation de code. Donc ça, c'est un truc qui va être fait par les bundlers. Mais on a aussi un autre outil, un autre type d'outil qu'on va appeler des minifiers. Alors ça, c'est un petit peu plus simple. Mais pour résumer, c'est tout simplement des outils qui vont prendre le code en sortie. Donc peut-être que tout le code mort aura été enlevé par le bundler. Le rôle du minifier, lui, ça va être de, par exemple, enlever tous les espaces, d'aller prendre des noms de variables qui vont être un peu longs, d'aller les réduire. Donc si vous voyez, si vous avez déjà regardé un fichier minifié dans les sources de votre application, vous allez voir des variables qui s'appellent A, qui s'appellent B, tout ça. Donc ça va être le rôle du minifier d'aller optimiser tout ça pour que finalement le fichier en sortie finale soit le plus léger possible et pour que le navigateur qui va le télécharger télécharge le moins de données possible. Donc ça, c'est le rôle du minifier.
Vous voyez que là, il y a aussi qu'un seul truc qui est apparu qui n'était pas là avant, c'est Terser. Donc ça, c'est le minifier qui est utilisé généralement avec Webpack. Peut-être qu'il devrait être lié à Rollup aussi, parce que je crois que c'est celui qui l'utilise. Mais encore une fois, vous voyez qu'il y a des outils qui restent là, qui sont toujours highlight. ESBuild, OXC, SWC et Bun en haut qui est là absolument tout le temps. C'est des trucs qui ont décidé de absolument tout faire eux-mêmes, de ne pas avoir de dépendance et de faire le café. Et donc, ils implémentent eux-mêmes leur propre minifier. Je ne me rappelle plus de l'ordre, donc je ne sais plus ce qu'il y a après. Hop, je vais très vite. Voilà, vous n'avez rien vu. Ensuite, on va arriver, là vous devez vous dire, mais il manque un truc, là il nous a parlé de React, mais ça fait bizarre là. Il manque un truc, on entend parler tout le temps de plusieurs frameworks ou méta-frameworks qu'on ne voit pas, mais vous voyez à quoi je fais allusion. À Next et Vite, par exemple. Ces outils-là, qui sont aussi maintenant super centraux dans notre toolchain, c'est ce que j'ai appelé ici des serveurs de développement. Alors pourquoi je les ai appelés des serveurs de développement et non pas encore des frameworks? Parce qu'encore une fois, pour la même raison que tout à l'heure, on appelle ça des frameworks généralement, mais frameworks ça veut encore une fois rien dire. Moi j'aime bien appeler ça des serveurs de développement. Alors c'est un peu réducteur parce que ça fait un peu plus que ça, mais en fait quand on a vu tous les outils qu'il y avait avant et qui font déjà absolument tout pour nous, en fait on se dit mais il fait quoi Next? Et vite, il fait quoi dans nos applications en fait? Qu'est-ce qu'il va faire Next.js par exemple? Eh ben, Next.js, j'ai appelé ça un serveur de développement parce qu'en fait, là où les bundlers, je disais que c'était des orchestrateurs de compilateurs, j'aime bien dire que les serveurs de développement sont des orchestrateurs de bundlers. Donc c'est un truc qui va se mettre encore un niveau au-dessus, qui va utiliser un bundler ou plusieurs parce que vite, en l'occurrence, on utilise deux différents en fonction de si on est en mode de développement ou en mode de production. Bref, il va utiliser ces bundlers pour compiler des choses au bon moment, quand il le faut, avec des configs souvent prédéfinis, donc pour nous éviter d'aller écrire de la config à la main nous-mêmes. Et pourquoi serveur de développement du coup? Parce qu'ils vont ajouter à ça un serveur de développement, donc quelque chose qui va nous permettre de servir les fichiers une fois qu'ils auront été bundlés. Donc vite par exemple, quand on va arriver sur notre application, en mode de développement, il va utiliser ESBuild, le bundler qui est lié à lui en bas à gauche. Il va compiler juste la chaîne de dépendance dont on avait besoin. Il va les placer à un endroit bien précis et son serveur de développement va servir ces ressources-là. Donc voilà, c'est ça en gros que font les serveurs de développement. Next.js aussi, on peut le voir comme ça. Il va prendre les codes sources qu'on lui a filés. Il va utiliser soit Webpack, soit maintenant de plus en plus sur la dernière version, c'est TurboPack, un bundler qui est développé par Vercel, la boîte qui fait Next. Mais en gros, il va juste orchestrer ce bundler-là pour aller compiler les bons trucs au bon moment, au bon endroit, qui vont suivre ses standards à lui, et aller servir tout ça pour que on ait l'expérience de développement la plus sympa possible, en gros. C'est assez réducteur, mais c'est un peu ce que font en vrai ces outils-là. On leur prête un peu tous les bienfaits, mais c'est pas en réalité le cœur de notre toolchain. Ensuite, on va avoir les linters. Donc là, les linters, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un linter? Ça, il y en a dans tous les langages, normalement. Même ceux qui ne font pas du front, vous pouvez me dire ce que c'est un linter. Ou alors, il faut l'installer. Non, pas toi, quelqu'un d'autre. Ah, j'ai vu quelqu'un d'externe. Vas-y. Oh ouais, je pense qu'il doit y avoir des linters pour C++. Alors pareil, C++, ça remonte pour moi, mais je suis à peu près certain qu'il y a des linters pour C++. C'est des outils qui permettent de vérifier la syntaxe Ouais. qu'on veut appliquer au code. C'est ça, exactement, ouais. Les linters, c'est des outils qu'on va appeler d'analyse statique. Donc ils vont juste statiquement prendre le code qu'on va leur donner, qui vont l'examiner en quelque sorte. Alors ils vont probablement eux-mêmes se servir d'un parseur pour faire ça. Je suppose. Voilà. Ils vont probablement se servir d'un parseur. Donc je parlais des parseurs tout à l'heure, mais voilà, les linters vont eux-mêmes aller parser le code pour le transformer en AST pour voir si l'AST correspond au standard qu'on aura défini dans notre configuration. Mais c'est ça, c'est des outils qui vont aller prendre le code qu'on leur donne en entrée, valider qu'ils correspondent bien à la configuration qu'on leur a donnée, donc que nos standards qualité sont respectés. Donc voilà, les linters c'est ça. Alors, c'est un outil qui pourrait par exemple mettre en regard un XML et un XSD pour vérifier que l'XML correspond à l'XSD.
Alors je sais pas ce que c'est qu'un XSD. Bah, c'est justement c'est la spécification en fait de ton XML. Ok, XML, tu peux le faire en amont, mais si tu veux le normer, il faudra que ce soit une syntaxe derrière à respecter. ok, donc le XSD ce serait la config de ton linter et ouais bah Je voilà. suppose que justement, Ouais, ouais, ça. c'est ça. C'est un truc qui. Ouais, CST, ça va plus valider ce que tu as mis dans ton XML et ton modèle de données et tout ça. ok. Alors que le linter, il va juste, c'est un linter, mais c'était un énorme. Il va clean ton code et en fait, pour prendre quelques exemples, si tu mets 36 000 espaces quelque part, qu'il ne faut pas, il va les supprimer automatiquement, ou même dans ton XML, quand le XSD ne le fera pas, mais si entre une balise et une autre, tu mets les 4-5 trucs dans la ligne, ton XSD, ton XSD c'est juste l'HTML de ton XML. Non, je pense que ton linter est au-dessus de ce. Sinon, ça va être deux outils séparés. En fait, le linter, il a même pas connaissance de ta spec. D'accord. Il va clean ton code et en fait, tu vas mettre des. Si on prend l'exemple de ce serait exemple connu, mais quand tu as des if, par exemple, tu as une get, tu as des efficace, si tu veux que ton accolade elle soit à la suite de ton if ou si tu veux qu'elle soit en dessous, par exemple. Si tu veux, quand il y a des gens qui font des détails par hasard, si tu veux que écrire nul en minuscule tout en majuscule, comme si tu étais en train de crier. Ouais. C'est pas tout à fait ça. Là, ce que tu décris, c'est des formateurs. Le linter, il va juste regarder la qualité du code et te faire des messages. Ouais, Ce sont mais il y a un. des outils qui vont prendre en compte ces messages pour modifier ton code. En fait, en général, les linters, derrière, ils vont directement faire la correction. Ouais. Les linters vont Effectivement, Le linter, il va dire si ton code correspond à des standards de. C'est la calligraphie en fait. Ouais, je vois ça comme un outil auquel tu donnes une liste de règles, c'est-à-dire je veux pas d'import qui soit pas utilisé dans mon fichier, par exemple. Je veux pas, je veux utiliser je sais pas moi, je veux utiliser une tabulation et pas deux tabulations dans mon code. Voilà, c'est ce genre de règles. Et on peut généralement l'exécuter. Alors toi, tu parlais de formateur, mais c'est vrai que. Ils vont juste dire, ah bah là, t'as mis 2 espaces. Ouais, mais en fait, il y a un. Ben, alors, oui et non, parce que le linter et le formateur vont généralement aller se marcher dessus un petit peu, dans une certaine mesure, sur un truc. C'est que, comme disait Sad, un linter, ça va généralement être disponible en mode fixe. On va pouvoir le lancer en mode fixe et il va corriger les problèmes qu'il aura identifiés. Donc, du coup, si on va définir que, par exemple, on veut une tabulation et pas deux, bah, si on lance notre linter en mode fixe, s'il voit deux tabulations, il va nous faire une seule tabulation. Là où un formateur, en fait, pourrait faire exactement la même chose. Mais le formateur, lui, va pas pouvoir être lancé en mode simplement analyse sans fixer le code. Donc ça va un peu se marcher dessus dans une certaine mesure, quoi. Ouais. Si je dis pas de bêtises, pour corriger le truc une bonne fois pour toutes, le XSD, ça va justement vérifier le contenu du XML, ça va vérifier quelles données sont écrites, etc., comme le schéma dans un JSON, alors que le linter va vérifier la forme du XML, donc vérifier quel aspect il a, comment est-ce qu'il est écrit, etc. Voilà. Et du coup, alors j'ai fait apparaître pendant qu'on parlait la catégorie d'après. Les formateurs, bah, voilà, on en a déjà parlé. Hein, donc un formateur, sans surprise, c'est un outil qui va prendre là aussi du code qu'on lui donne en entrée et aller le transformer juste généralement en gommant des espaces, en sautant des lignes au bon endroit et tout ça, pour qu'il colle pareil à notre configuration de formatage de code. Pour que tout le monde sur le projet et que tous les fichiers se ressemblent et aient le même code style, en quelque sorte. Ensuite, on va avoir, ne les oublions pas, des test runners. Les test runners, qu'est-ce que c'est? Vous en doutez, ça c'est pareil, ça existe dans tous les langages. Hein. C'est des outils auxquels on va donner à manger des fichiers de test et qui vont exécuter ces tests. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont liés à des trucs, ces test runners? En fait, c'est parce que généralement, ces test runners, par exemple dans le cas de Jest, si on veut lui faire tester nos composants React, on va lui faire rendre un composant React, puis on va lui faire des actions dessus, puis on va lui faire faire des assertions sur ce composant une fois qu'on aura fait des actions dessus. Mais pour faire tout ça, en fait, nos tests, on va les écrire aussi en JSX ou en TSX, donc il y aura du React, il y aura du TypeScript, et Jest, lui, il ne comprend pas ça, parce que Jest, ça tourne dans Node.js,
Donc il ne sait pas utiliser ça. Et donc pour faire ça, et pour pouvoir avoir un format de code et un format de test que lui va pouvoir comprendre, eh bien, il va encore une fois le faire passer par toute une phase de compilation pour que le test qu'on lui donne à manger, il puisse l'exécuter, pour que ce soit du JavaScript qu'il puisse exécuter. Donc ces test runners eux-mêmes vont aller utiliser des outils sous le capot pour faire des transformations. Et on a ensuite, on est à catégorie 14 sur 15, on est bientôt à la fin, on a les package managers qui eux sont liés à rien. Alors là aussi, dans l'écosystème JavaScript, il y en a plusieurs. J'en ai mis 3. Il y a forcément, l'oublions pas, il y a Bun qui lui aussi est un package manager. Deno, je ne me rappelais même pas que c'était un package manager, mais bon, il semblerait que ce soit vrai. Si je l'ai mis, c'est que ça doit être la vérité. Ou alors je me suis gouré. Et du coup, voilà, ces package managers, qu'est-ce que c'est? C'est des outils qui vont nous permettre de gérer nos dépendances, donc qui vont être eux aussi très importants en JavaScript, surtout en JavaScript, parce que vous savez qu'on en a des dépendances en JavaScript. Si vous avez regardé la taille de votre dossier Node Modules. Et en fait, ces outils-là, on va leur dire installe-moi tel package. Et ils vont aller faire plein de choses. Donc dans le cas de NPM, c'est un petit peu particulier parce que quand on parle de NPM, on parle à la fois de l'outil en ligne de commande NPM, mais on parle aussi du registry NPM. Le registry, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on peut voir ça comme un gros espace de stockage en ligne sur lequel tous les fichiers, tout le code source des dépendances qu'on va installer va se trouver. Donc quand vous allez installer Lodash pour aller regarder, je ne sais pas ce qu'on fait avec Lodash, je m'en sers plus. Bref, si vous allez installer Lodash, en fait, si vous allez faire npm install Lodash, lui, il va aller regarder sur son propre registry, il va aller résoudre la bonne dépendance, la bonne version de Lodash par rapport à votre configuration, et il va aller télécharger l'archive de code et l'installer au bon endroit dans votre dossier Node Modules, pour que Node.js derrière puisse bien le résoudre et l'utiliser correctement. Alors, j'ai dit que NPM était un petit peu particulier parce qu'en fait, PNPM et Yarn, qui sont d'autres package managers, donc qui eux sont aussi des outils en ligne de commande qui vont nous permettre de faire exactement la même chose, mais eux, ils n'ont pas leur propre registry. Eux, ils vont utiliser le même registry open source, qui est en usage libre de NPM. Donc voilà. Et c'est aussi le cas pour Bun, qui fait aussi ces opérations en ligne de commande, mais qui ne propose pas de registry lui-même. Je dis peut-être une connerie pour Yarn, parce que je crois qu'il y a un registry Yarn. Je ne suis pas sûr. Ouais, il y a un registry Yarn. On me dit oui de la tête. Donc voilà. Et en tout dernier, le meilleur pour la fin, forcément, il est là. Tailwind. Tailwind, alors lui, il aurait pu apparaître plus tôt en réalité, parce que Tailwind, c'est aussi un compilateur. Parce que, alors, si vous voyez un petit peu comment fonctionne Tailwind, lui, on va lui donner une configuration, et il va aller lire dans tous les fichiers qu'on aura configurés, pour voir quelles classes sont réellement utilisées pour produire des fichiers CSS qui ne contiennent vraiment que les classes qu'on va vraiment utiliser dans notre code. Donc c'est aussi un compilateur, mais je l'ai mis dans les build systems parce que c'est une manière de fonctionner un petit peu particulière. Et on a fait le tour, voilà. On est à 15 sur 15. Merci, j'ai failli m'en sortir comme ça, mais pas du tout. Alors c'est quoi un type checker? Oui, ok, si on veut. Donc un type checker, c'est un outil qui va aller vérifier la validité des types qu'on aura écrits dans notre code. Donc par exemple, si on prend l'exemple que tout le monde connaît tous de TypeScript, on va écrire des fichiers .ts, donc on va dire que quand on va déclarer une fonction foo qui prend en entrée une string, et qu'ensuite on va utiliser cette fonction en lui passant un number, on va généralement avoir une erreur de typage. Et bien ça, cette erreur de typage, c'est le compilateur, le type checker TypeScript qui va la lever. C'est ce qu'on appelle du typage statique. Parce que dans le cas très précis de TypeScript, ce typage il disparaît lors de la compilation. Une fois qu'on aura lancé TypeScript, qu'il aura fait sa validation de typage, et si on le lance en mode compilation, donc il va nous produire des fichiers JavaScript qui correspondent, toute cette couche de typage statique, donc, qui n'existe que dans nos fichiers sources, mais qui ne finissent pas dans le code produit par le compilateur TypeScript, ils vont disparaître lors de la compilation. Donc voilà, un type checker, c'est à ça que ça sert. Alors j'ai remis Flow, je ne sais même pas si ça existe encore, Flow, mais c'était le système de typage de Facebook avant que TypeScript n'existe. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui s'en servent, mais ça existe.
Voilà, donc ça fait très longtemps que je parle, donc je vais peut-être me bouger pour la fin. Tac. Ok. Oui, alors je vous ai remis le lien de cette cartographie. Voilà, s'il y en a que ça intéresse d'aller jouer un petit peu avec ça, parce que je n'ai pas montré, mais vous allez, dans tous les à propos et tout ça, vous allez, voilà, toutes les explications de ce que font chaque catégorie d'outils sont marquées, et vous allez aller pouvoir voir. Voilà. Il y a plein de trucs à explorer. En cliquant sur les outils, vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils utilisent, pourquoi, machin, dans quelle catégorie ils sont. Voilà. Si ça vous intéresse, c'est disponible. Et donc, petit point clé pour conclure, je vais essayer d'aller vite. Bah, comme je l'ai dit, on a vu naître ces dernières années de plus en plus d'outils qui font le café, qui ont décidé de absolument tout faire. Donc nous, on n'utilise pas de dépendance, je pense à Bun surtout là-dedans. On fait package manager, on fait runtime, on fait compilateur, on fait parser, on fait tout, quoi. Moi, je suis tout seul en slip dans ma chambre, j'écris la terre entière pour faire du JavaScript. Voilà, donc ça, c'est un peu la mode en ce moment. Ça a clairement des avantages, mais parce que voilà, on n'a pas toute cette chaîne de dépendance qui peut être assez chiante à certains moments. Et ça permet d'avoir forcément les performances qui vont avec, parce que si on écrit tout pour soi-même, et donc on peut faire à sa sauce. Le tooling moderne met la performance et le zéro config au premier plan. On l'a vu, comme je le disais, là, il y a de plus en plus d'outils. Dans ces outils qui font tout, on va généralement permettre d'utiliser des fichiers de config, mais je pense par exemple à Vite, à Bun et tout ça. On peut généralement, out of the box, tout faire sans avoir besoin d'écrire de la configuration. Si vous vous rappelez, pour ceux qui ont fait des webpacks il y a 5 ou 6 ans, c'était l'enfer parce qu'il fallait se taper des confs webpack longues comme le bras, qui étaient horribles à faire, on avait envie de se tirer une balle à la fin de la journée. Maintenant, si on fait un projet avec Vite, globalement ça n'existe plus, c'est très rapide de commencer. Et c'est un peu la mode aussi en ce moment, d'aller faire des trucs qui nous facilitent la vie. Ça pour le coup, c'est la bonne direction je pense, il n'y a pas de doute. Donc comme je le disais, voilà, Vite devient l'outil incontournable. Comme vous l'avez vu, il était un peu en bas à gauche, mais il était lié à plein de trucs parce que en fait, tous les nouveaux frameworks et tous les nouveaux outils qui sortent maintenant vont se baser là-dessus parce que c'est très pratique et comme je le disais, zéro config. Comme je le disais, les bundlers sont des orchestrateurs de compilateurs et les meta-frameworks ou serveurs de développement sont des orchestrateurs de bundlers. Ouais, petit truc intéressant, on parlait de TypeScript à la fin pour cette phase de type checking dont on a parlé en tout dernier. Mais en fait, il faut savoir que TSC, donc le compilateur que fournit TypeScript, c'est toujours la seule solution actuellement, là où on a 10 000 compilateurs qui peuvent compiler du TypeScript vers JavaScript. TSC, c'est toujours la seule solution pour faire cette phase de type checking. Donc, comme je le disais, le truc qui va vérifier que vous donnez bien à votre fonction une string si elle attend une string. Il n'y a que TSC qui fait ça. Tous les autres trucs qui font de la compilation de TypeScript vers JavaScript, en fait, ils ne vont pas se soucier des types. Ils vont juste les prendre, les jeter à la poubelle et transformer ça vers du JavaScript. Donc voilà, si on veut faire cette phase de type checking, on est toujours obligé en 2025 de servir de TSC, donc qui est un peu lent, qui est écrit en JavaScript. Donc on n'a toujours pas d'alternative qui fonctionne de A à Z, écrite en Rust ou whatever. Même si je... Alors Deno, ouais, je pensais aussi, mais en fait je suis allé voir dans leur code source et ils ont fait un copy-pasta du compilateur TypeScript voilà. Ils ont vendoré le code du type checker TypeScript dans leur repo. Mais du coup, TypeScript maintenant TSC est en train d'être réécrit en Go par Microsoft. Ils l'ont décidé il y a quelques mois. C'est bientôt terminé, je suppose. Ok, donc voilà, ça va arriver. Donc on n'aura bientôt plus besoin de se soucier de ça parce que ça sera hyper rapide. Et voilà, dernier truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui peut peut-être vous intéresser, le langage JavaScript a une mascotte. Je trouve que c'est à l'image de JavaScript. Voilà. Je ne sais pas si elle a un nom ou whatever, mais c'est quoi cette merde? Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire le quiz parce que là, ça fait 10 ans qu'on parle. Peut-être qu'on pourra le faire après. PH, je vais te laisser la main et on verra après. Le lien de Oui, alors c'est le moment de faire ma pub. J'ai un site, je m'appelle Maxime Dubourg et le site c'est maximedubourg.com, donc c'est pas très compliqué à trouver. Et là-dessus, vous allez trouver à peu près tout ce que je produis, tout ce que je fais, que je publie sur Internet, ça va se retrouver là-dessus. Donc vous allez le voir dans les liens des projets. Ça s'appelle Front-End Tooling Overview, je crois. Quelque chose comme ça.
C'est qui? C'est l'escalier. Ici, la voix. Ok, Elodie, on fera ça. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la main à toi.